Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette première table ronde de notre cycle Penser les autres, organisée par le Manège en partenariat avec Sciences Po, que nous tenons à remercier pour leur accueil. Cette rencontre intitulée Danse et Sida, politique et poétique d'un choc se tient à la veille du festival Born to Be Alive, qui ouvrira les festivités demain et se tiendra du 4 donc, jusqu'au 15 novembre. Voilà, vous avez la brochure si vous voulez, pardon. Voilà, n'hésitez pas, elle sera à disposition. Cette rencontre s'inscrit et fait écho à la création que nous accueillons de Roderick George, chorégraphe américain, qui s'intitule The Grave Tears et qui sera présenté demain en première et qui appuie sa création sur, sur la pandémie du sida, en tout cas l'impact de la pandémie du sida, principalement dans la communauté LGBTQIA+. Pardon. Et si vous souhaitez, vous pouvez, bien sûr, il reste des places, vous pouvez encore, si vous le souhaitez, découvrir cette création demain à 20 heures. Pour animer cette discussion, nous avons le grand plaisir d'accueillir Agnès Sizerine, que je remercie d'être là, journaliste, critique de danse et rédactrice en chef de Danser Canal Historique, qui assurera l'animation de la rencontre et la modération. Et je lui laisse présenter les intervenants et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci. Bonjour à tous. Alors, m'accompagne sur cette table ronde Christophe Aleb, chorégraphe, réalisateur, danseur, qu'est-ce que j'oublie, enseignant, chercheur. Michel Briand, helléniste, chercheur et chercheur en danse. Mark Tompkins, chorégraphe, chanteur, danseur. Voilà. Et donc, dans ces sida poétiques et politiques d'un choc, un choc, ça en a vraiment été un pour le milieu chorégraphique. L'arrivée du sida dans les années 80 a été absolument terrible. Ça a ravagé le milieu à partir des années fin 80, début 90. Et c'est vrai que c'est un milieu où, bon, bien sûr, il y a beaucoup d'homosexuels, mais surtout une homosexualité assumée et militante. Et c'est peut-être pour ça que ce milieu a peut-être davantage que les autres porté effectivement une parole et des œuvres sur ce choc qui l'a bouleversé à divers titres et notamment au titre esthétique. Face à cette urgence, en fait, les créateurs qui n'avaient plus rien à perdre, sinon la vie, ont aussi radicalisé leur démarche et se sont vraiment emparés de ce sujet. Pas tout de suite, parce que dans un premier temps, avoir le sida, ça signifiait être condamné à court terme. Et donc la parole était assez difficile, sinon, enfin, ça restait de l'ordre de l'innommable, parce qu'au fond, parler du sida, c'était parler de la mort. Et ça faisait peur à tout le monde, y compris aux médecins. Et ça a commencé à se libérer à la fin des années 80, début 90, parce que les traitements ont commencé à arriver jusqu'aux trithérapies qui sont arrivées encore au milieu des années 90. Donc, la première occurrence, c'est une radicalisation. La deuxième, c'est effectivement qu'on est passé d'un coup d'une esthétique de la danse contemporaine des années 80 plutôt triomphante, plutôt virtuose, qui parlait beaucoup du couple hétérosexuel, à une esthétique du corps vulnérable, de la fragilité et d'œuvres profondément ancrées dans une réalité homosexuelle qu'on ne voyait pas sur scène auparavant. Et puis, il y a une autre part d'œuvre qui, elle, parlait directement de l'arrivée du sida, comme pour les États-Unis, Still Here de Bill T. Jones, mais qui en parlait d'une drôle de façon, en tout cas vue d'Europe, parce que à la fois il en parlait directement, mais avec une chorégraphie encore très ancrée dans quelque chose presque classique, avec des jolies arabesques.
ça faisait pour nous, Européens, ça faisait quand même un petit peu bizarre. Et puis, on a commencé à voir arriver les premières œuvres qui en parlaient directement. Alors, Christophe Aleb nous en parlera plus particulièrement, par exemple, d'une de ses premières œuvres, La Marche des Vierges, et Mark Tompkins aussi, qui a fait une des premières œuvres qui en parlait directement et qui était Witness en 1992, je crois. Mais avant, Michel Briand va nous faire un petit topo d'introduction qui va replacer tout ça dans le contexte de l'époque et notamment aussi dans le contexte du militantisme. Oui, c'est vrai que dans la présentation tout à l'heure dont j'ai été honoré, il y avait un titre dont je suis très fier et qui n'a pas été indiqué, qui était militant PD et anti-sida. Alors c'est compliqué, hein, en une dizaine de minutes d'essayer de contextualiser ça. Si vous voulez avoir des détails, vraiment des choses très très complètes, je vous renvoie au site du Centre national de la danse, un projet intitulé Mémoire du sida en danse, avec une vingtaine de témoignages centrés sur la mémoire vivante des années 80-90. Il y a nos trois témoignages d'ailleurs là-dessus, donc si vous voulez des détails supplémentaires. Et il y a également une chronologie croisée qui montre surtout que l'approche chronologique ne fonctionnera pas, et surtout pas pour cette table ronde, j'espère, puisqu'il y a ce qui concerne les données scientifiques et médicales, les questions politiques, notamment de politique publique, ou bien la loi, également les aspects législatifs. Il y a le militantisme, la vie des associations, AID, ACT UP et d'autres. Et puis il y a les figures importantes, notamment dans le domaine de la danse. Et puis il y a la danse, elle-même. Donc je ne détaillerai pas cela. Je ne détaillerai pas cela non plus de façon chronologique parce que, en termes qu'il s'agisse de danse, d'histoire de la danse ou bien d'historiographie d'une épidémie, la temporalité strictement linéaire ne fonctionne pas, la temporalité non plus cyclique ne fonctionne pas. C'est plutôt la figure typiquement queer en danse et en histoire qui est la figure de la spirale qui devrait pouvoir marcher. Et je vous invite donc à spiraler avec nous, voilà, en pensée et en geste. C'est pour ça aussi que pour cette présentation, je me suis dit que le plus simple, c'était de se concentrer sur une année, 1994, en vous donnant quelques éléments du domaine de la santé, du domaine de la danse, du domaine de la politique, qui sont apparus à ce moment-là. Je n'ai pas choisi cette année au hasard, c'est parce que c'est le sommet de l'épidémie, 4000 morts en France. 4000 morts, ça veut dire plus qu'en 2024, les morts sur les routes. Donc ça vous situe un peu l'ambiance. Et 34 000 nouveaux cas dénombrés. C'est un moment de bascule aussi parce que commence à apparaître la première bithérapie, l'identification d'anticorps qui vont permettre, à partir de 1996, de développer ce qu'on appelle les trithérapies, puis les multithérapies ensuite, qui ont permis de réduire l'épidémie, du moins dans les pays où la population a accès à ces traitements. Parce que si je passe de 1994 à maintenant, en 2024, il y a plus de 40 millions de personnes dans le monde qui vivaient avec le VIH. Il y a eu 630 000 morts l'année dernière, hein, dont la moitié en Afrique. Voilà. Et il y a de la danse aussi en Afrique. 1994, c'est la création de l'Association des artistes contre le sida. C'est au mois de mai la marche pour la vie, organisée par l'association AID pour recueillir des fonds. C'est aussi la mort en octobre de Kloos Welle, la première présidente, hein, il tenait au féminin, d'ACT UP,
et ces funérailles qui ont eu une valeur politique extrêmement importante et qui, en même temps, comme toutes les actions d'ACT UP, étaient extrêmement chorégraphiées. Là, c'est la danse plutôt dans la danse militante de l'artivisme dans l'espace public. ACT UP, toujours eux, d'ailleurs, le 1er décembre de cette année-là. Le 1er décembre, c'est la Saint-Sida, hein, en gros, dans le monde. Organisait un die-in devant l'Arc de Triomphe. L'année précédente, vous vous rappelez sans doute de cette image, la capote géante sur l'obélisque de la Concorde. 94, c'est aussi, justement, au 1er décembre, le premier sommet mondial contre le sida. C'est tard quand même, 94, hein, par rapport au début de l'épidémie qui a commencé à exploser, et puis toute la guerre qu'on menait dans les associations. On a attendu 94 pour avoir le premier sommet mondial de lutte contre le sida. C'est aussi l'année où a été fondé Ensemble contre le sida, qui a organisé les SIDActions qu'il y a eu ensuite, fondé par ACT UP Paris, Aide, Arcade Sida et des groupes de chercheurs, avec l'ensemble des chaînes de télévision regroupées dans ce combat. Dans le domaine artistique, 94, on a des premières expositions à l'ARC, donc le musée d'art moderne de la ville de Paris, qui s'appelait L'hiver de l'amour. C'est la mort, le suicide d'Yves Navarre, dont l'un des derniers textes s'appelait « Ce sont amis que le vent emporte ». C'est aussi la mort de Derek Jarman, le cinéaste post-punk, dont le dernier film est entièrement recouvert de bleu. En fait, on ne voit que du bleu et sa voix off qui explique comment il est en train de devenir aveugle et puis d'aller vers la mort. Au Festival d'Avignon, il y a de nombreuses pièces concernant le sida, mais essentiellement des pièces de théâtre, avec Stanislas Nordet, des textes d'Hervé Guibert, Hélène Sixous, avec Ariane Mouchkine, et j'en oublie. C'est la parution aussi de Guy Hockenheim, L'amphithéâtre des morts, mémoire anticipée. Et dans le domaine de la danse, parmi les différents morts qu'on pourrait signaler, mais il y en a eu, enfin il y en avait tout le temps, quoi. Il y a beaucoup de fantômes en fait dans cette salle quand on parle de sida et de danse. J'ai relevé celle du performeur et styliste, encore une fois post-punk, mais ça, bon, c'est mon tropisme, hein, j'ai choisi Leif Bowery, si je prononce correctement. Et on a de plus en plus de journées de soutien et de galas à Lyon, à Grenoble, à Paris, à Strasbourg, souvent organisés par SIDA, Solidarité, Spectacle. Et c'est aussi l'année où est créée pour la Biennale de la danse à Lyon la pièce de Bill T. Jones, dont il sera encore question, je pense, dans la suite de cette table ronde, intitulée Still Here, avec en arrière-plan des personnes malades, à partir des témoignages desquels la pièce a été en partie construite, d'où une polémique d'ailleurs d'ordre politique et esthétique à la fois, mais on en reparlera. Voilà, je vous situe donc un décor en 94. J'aurais pu associer 93, 95, en tout cas le fond vraiment de la guerre, hein, le moment le plus intense. Auparavant, eh bien, de 1980 à 1996, le développement, avec différentes étapes, mais je vais manquer de temps, donc je ne vais pas en parler. La création de Aide, hein, en 84, la création de ACT UP en 89, les états généraux de la séropositivité en 90. Après, de 96 à 2025, dans l'autre sens, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, l'épidémie recule en France, mais pas tant que ça dans le monde. Et pour opérer un arc narratif comme ça, en rapport avec la danse,
je pourrais partir de la première mort marquante, en tout cas pour moi, qui était en 1983 la mort de ce chanteur Klaus Nomi, connu aussi pour avoir interprété la Cold Song de l'opéra de Henry Purcell, Le Roi Arthur. En 2023, le Centre national de la danse avec le Palais de Tokyo, inspiré par l'historienne de l'art et activiste en même temps, membre d'ACT UP, Elisabeth Lebovici, au Palais de Tokyo, donc une grande exposition intitulée Exposé. Et le chorégraphe Daniel Larieux a fait une lecture perforée et performée, il l'appelait comme ça, sur ce que le sida m'a fait, enfin lui avait fait. Et elle s'intitulait, cette performance de 2023, Cold Song, en référence à Klaus Nomi. Voilà, la boucle est bouclée. Mais quand je parlais de spirale, c'est aussi parce que nous nous présentons là comme un peu comme des archives vivantes, enfin des témoins, mais tout le monde ici, dans les discussions préalables, tenait à ce que tout ce qu'on va confier, tout ce qu'on va aborder là, continue à vivre au présent et peut-être dans l'avenir, parce qu'il y a des luttes contemporaines qui sont du même ordre. Il y a des modalités d'action qui sont du même ordre, que ce soit en politique et en esthétique. Et je pense que c'est à ça qu'on va se consacrer maintenant. Merci beaucoup, Michel. Peut-être, Christophe, tu pourrais revenir. On parlait de date, il y a quand même 92, la mort de Dominique Baguet et la mort de Nureyev. Et c'est vrai que 92, par exemple, c'est un moment de bascule entre cette danse virtuose et triomphante des années 80 et effectivement une autre forme de danse beaucoup plus attentive au corps vulnérable, à la fragilité, aux soins. Et toi, Christophe, qui as vécu ces périodes en étant acteur, en tant que danseur et en tant que chorégraphe, peut-être tu pourrais nous éclairer davantage là-dessus. Alors, en effet, donc 93 pour moi, c'est l'année où on va dire, j'arrête l'interprétation pour les compagnies, les chorégraphes avec lesquels j'ai collaboré pendant 10 ans, donc toutes les années 80. Voilà, j'étais un danseur-interprète dans les compagnies qui ont fait la nouvelle danse française, comme on dit, dans un certain style. En 93, j'en ai un peu marre d'interpréter, j'ai envie de m'occuper de moi et je décide donc de m'y mettre. Je crée un premier solo qui s'appelle La conquête du voyageur déshydraté. Et en réécrivant ça ce week-end, ça m'a intéressé de voir comment la conquête d'un seul coup a rebondi l'année suivante où voilà, je suis devenu HIV positif en 84 et j'ai créé une pièce, donc ça revient avec les années que tu nommes à 84-85, une pièce de groupe qui s'appelle La Marche des Vierges, qui a été présentée au Théâtre de la Bastille, entre autres, qui était un format que j'ai voulu plutôt cabaret, pour traiter des choses qui m'impactaient intimement, mais aussi politiquement par rapport à mon éducation chorégraphique et mon éducation politique des années 70 et 80. Volontairement exagérée, je dirais, une esthétique qu'on dira camp ou baroque, un peu comme des perles imparfaites. Quelque chose qui avait une pièce qui avait beaucoup d'ironie, donc la figure de la mère était présente, des vierges, la Vierge noire, la Vierge rouge, la Vierge blanche. Je me souviens d'enfants mutants, d'un cimetière, d'un viol, de séquences de déclamation d'amour, beaucoup d'amour. Il y avait quelque chose comme ça de très assez excessif dans ce cabaret. Moi-même, j'ai interprété avec mon collègue Serge Ricci, chorégraphe danseur. On était deux figures avatars qui représentaient un peu des fantômes queer qui traversaient toute la scène comme ça, toute la représentation
de par le costume qu'on avait, de par notre présence, notre façon d'habiter un état de corps particulier. Voilà, je pense que c'est une pièce qui a un peu décontenancé le public à ce moment-là, au début des années 90, peut-être parce qu'en ce moment-là, on commençait à aller en France avec une danse qu'on appelait la non-danse. C'est vrai que moi, j'ai arrivé avec une pièce qui était plutôt l'antithèse de la non-danse, comme un peu comment dire, une façon aussi de tenir à distance, une conjuration de la mort et des imbéciles, hein, pour reprendre un livre que j'aime bien qui s'appelle La conjuration des imbéciles. Pour parler aussi de l'impact concret voilà, du sida sur moi, c'est la période où je développe des maladies opportunistes. Donc je vous raconte un peu mon histoire, mais du coup ça permet aussi de voir comment le corps peut être résilient ou pas. En tout cas, des maladies pulmonaires, pneumocystose, tuberculose, des choses lourdes. Et étrangement, j'ai l'instinct de survie, je dirais, qui est de dire au médecin, bah, vous allez me soigner ça, mais vous n'allez pas commencer à me soigner le HIV, parce que de toute façon, tous mes amis, depuis 10 ans, meurent. 5 amis par an, à peu près, j'ai calculé. Et donc, en prenant tous les AZT et autres potions magiques, et comme il n'y avait rien de plus, j'ai dit, bah, soignez ça, et le reste, on verra après. Donc, j'avais évidemment plus d'immunité. Voilà, j'étais très affaibli. Et donc voilà, je me suis retrouvé à la sortie de ça, à avoir la chance d'avoir l'époque de la bithérapie, de la tripthérapie qui est arrivée et qui a fait que, comme j'étais vierge de tout médicament, mon corps a pris très très bien et donc je suis encore aujourd'hui là pour vous raconter tout ce que je fais de super. Et donc, tu peux nous parler effectivement de... J'ai raté la question. Je voulais resituer un peu aussi la question du sida dans mon rapport à mon état de corps, à mon corps aussi. Alors oui, j'ai été danseur-interprète pendant toutes les années 80 avec des compagnies donc, où j'étais très virtuose. J'étais un danseur classique, de danse contemporaine. Voilà, j'avais plein de capacités. J'étais jeune aussi, donc du coup, j'avais envie de participer à ce mouvement-là. Et puis évidemment, ma santé m'a fait comprendre qu'il fallait que je réfléchisse autrement. Et donc, comment je me suis reconstruit, c'est que j'ai eu la chance, en pratiquant beaucoup avec Peter Goss à Paris, les cours, j'ai rencontré une femme magnifique qui s'appelle Jessie Lebovici, qui est décédée maintenant, qui a beaucoup travaillé avec Moshe Feldenkrais et qui a développé la technique Feldenkrais, qui est une technique qui permet peut-être, je ne sais pas si vous connaissez ces techniques, c'est ce qu'on appelle les techniques somatiques aujourd'hui. En tout cas, elle m'a donné accès à une tactilité autre, de par un toucher qui était à nouveau un vrai soin, d'aller retravailler sur le poids du corps, les tissus profonds, l'alignement du squelette, la façon d'organiser le mouvement, mais surtout de croire en moi, en mes appuis, et si je me souviens bien, de commencer à me réaimer et à aimer ce corps. J'avais commencé à dire adieu à tout le monde, donc du coup, c'était un peu l'idée de prendre des techniques somatiques comme une manière thérapeutique physique de transformer un apprentissage et de reconstruire une danse et un corps, un état de corps différent que les 15 années que j'avais pratiqué avant. Voilà, évidemment, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu beaucoup de pratiques BMC, la danse contact, avec Marc, que j'ai rencontré aussi, qui m'a permis aussi d'accéder à d'autres modes d'écriture et d'autres modes de rapport au mouvement dansé. Et c'est vrai que ça a influencé énormément. Finalement, le sida qui est arrivé dans ma vie, c'est un passage sur un seuil qui donne une chance de vivre une autre façon d'envisager le mouvement avec la danse et le rapport aux états de corps différents. Et je ne le remercie pas pour autant, mais en tout cas, ça a été vraiment un moment où je me suis dit, tiens, on peut reconstruire une verticalité, une façon de danser différemment. Donc voilà, moins virtuose et beaucoup plus sensible, je dirais. Alors Marc, c'est aussi ton cas, puisque ce qu'on a appelé la non-danse qui arrive dans les années 2000 vient aussi beaucoup de la Judson Church et de toutes les tentatives postmodernes américaines qui ont été faites bien avant, mais que toi, tu as amené en France, déjà en 80, mais sans soulever d'intérêt particulier. À partir des années 90,
tu as rencontré des chorégraphes que ça intéressait. Et toi-même, tu as créé une pièce Witness qui parlait directement du sida en 92. Donc peut-être que tu peux aussi nous parler de ce moment de bascule-là, qui a effectivement renouvelé en profondeur l'idée même qu'on se faisait de la danse et de la chorégraphie. Je vais commencer par vous expliquer une personne qui m'a changé la vie. Il s'appelle Harry Shepard. Et il est, à l'époque que je suis venu à Paris, je suis arrivé en 73. Il était à Paris. Il travaillait avec Andy de Groot et Bob Hudson. Et je suis allé les voir à la Musicalia. Et Bob m'a demandé de faire une chaise, Bob un Wilson. prototype, et avec du plâtre. Et puis il est parti. Et puis j'ai fait un truc horrible. C'était immonde. Et quand il est revenu, il a dit, je vois, écoute, peut-être que tu devrais danser avec les autres à côté. Donc je suis passé dans la pièce à côté, magnifique, avec, c'était beau, la musique derrière. Et il y avait tous les gens qui faisaient du spinning. Spinning, c'est comme des derviches, sauf moins rituel. C'est le mouvement de tourner autour de son axe et de tourner autour dans un grand cercle dans l'espace. Et au milieu de la pièce, il y avait un homme noir, très, très fin, qui était debout sur une jambe, avec ses bras comme ça. Et j'ai dit, mais qui c'est cette personne? C'est incroyable. Mais bon, je ne voulais pas Donc, le lendemain, il a fait un cours sur le spinning au centre américain. Je suis allé, j'ai commencé à faire du spinning et je l'ai fait pendant 2 ans au moins, je pense. Et après le cours, j'ai dit, Harry, tu veux pas qu'on aille boire un café? Et ce café a duré 8 heures. Et c'était le début, vraiment le début de notre histoire, qui était très, très profond. Il est devenu mon mentor. Il est devenu mon amant. Il est devenu la personne qui répondait à mes questions. Il me disait, écoute, ça c'est un livre intéressant, tu devrais le lire. Ou ça c'est une musique intéressante, tu devrais l'écouter. Et on habitait ensemble. Et le soir, si on n'allait pas en club pour danser, ce qu'on faisait très, très, très souvent, parce qu'il a dit, tu vois, tu regardes la manière que les uns et les autres dansent et tu prends et tu voles et tu te mets dans ton corps. Et j'ai dit, ouais, je comprends, c'est vachement bien. Et puis on rentre à la maison, on met de la musique et dans le living, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment pas de meubles, rien. Et on dansait toute la nuit, on improvisait ensemble. Après, il est retourné, parce qu'il était, je n'ai pas dit, mais il était américain, comme moi. Il est revenu à New York pour travailler avec Yoshiko Shuma. Et puis, il faisait des allers-retours entre New York et Paris pour travailler avec Andy ou avec Yoshiko. Et on se voyait de moins en moins, mais on se voyait quand même régulièrement. Et en 92, j'ai appris qu'il était hospitalisé aux Pays-Bas, à Arnhem, dans l'hôpital. Et j'ai pris ma voiture, j'ai conduit 5-6 heures, je ne sais pas, pour être là. Parce que Yoshiko Shuma, qui était aussi là, m'a dit c'est la fin. Alors je suis arrivé, Harry était presque conscient, mais presque pas conscient. Et bon, c'était clair que c'était la fin. Et 2 jours après, il est passé. Après,
sans savoir pourquoi, c'était sur moi que ça tombait d'organiser le funérail. Donc, je savais qu'il voulait être incinéré. Et puis, je ne savais pas, mais je me suis dit, tout le monde envoyait des fleurs jaunes. Donc, c'était très beau, la cérémonie. Il est parti. Fini. Et après, j'avais vraiment, vraiment du mal à faire mon deuil. C'est la première fois que j'étais aussi confronté avec la mort. Et tous les jours. Et puis un jour, Yoshiko, elle m'appelle, elle dit, écoute, on va faire à Vienna, dans le festival de Vienne, un hommage à Harry, une soirée, avec moi et toi, et tu fais ce que tu veux. Et j'ai décidé que j'allais faire un solo qui s'appelle Witness, de moi, où c'est en plusieurs parties. D'abord, c'est... C'est debout, hein. J'ai un bas noir sur la tête, avec les oreilles. Et c'est une sorte de dictionnaire de la danse. Les porte-bras de classique, moderne, jazz, tout. Et cette danse, c'est lui qui l'a fait, et il a dit à tout le monde à qui il apprenait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Et d'un coup, je me rappelais ça, et j'ai dit, bon, ben, maintenant c'est l'occasion, je vais faire le stamping dance. C'est suivi par une deuxième partie où je me mets comme lui sur une jambe debout avec les bras suspendus. Et pendant 5-6 minutes, je raconte notre histoire et que je suis enragé. Je suis pissed off parce qu'il est parti et il ne m'a pas attendu. Et la dernière partie, c'est sur une musique de Terence Trent D'Arby, Who is Loving You, peut-être que vous connaissez, très belle chanson. Je danse et je joue avec la lumière qui est très en découpe, il y a 3 découpes. Donc j'entre dans la lumière, je quitte la lumière, j'entre dans la lumière, c'est très comme ça. Et à la fin de ça, je chante une chanson que je vais chanter. Living is deadly, but that's life, you know. And you only get one chance, you only get one show. So you better make it good, make it hurt so good. Make 'em smile and make 'em cry, and make 'em die laughing. 'Cause living is deadly, but that's life, you know. And you only get one chance, you only get one show. Oh, merci. Non, en fait, c'est un énorme succès. Et derrière, moi, j'avais pensé que j'allais juste faire la soirée et puis fini. Et plein de gens venaient et disaient, oh, moi aussi, ma mère est morte la semaine dernière. Et l'autre, il disait, oh oui, moi aussi, my boyfriend est avec Et j'ai commencé à me dire, ah oui, ça touche. Ça touche tout le monde qui a perdu quelqu'un. Et que peut-être que... Et donc, je refaisais au début pas trop, mais après, en 98, j'ai fait un cycle ensemble qui s'appelait Hommage, et qui sont les hommages à Harry, Witness, à Josephine Baker, à Valeska Gert
et à Václav Nijinsky. Et ce que je voulais dire par rapport au sida, c'est que moi, je me savais séropo en 85 et j'avais pris la stratégie de l'autruche. Je me suis dit, je parle à personne, je fais comme si ça n'existe pas. Évidemment, c'est impossible parce que il faut imaginer, vous avez peut-être du mal à imaginer qu'il y a le mort vous stocke, comment on dit stocke, la mort vous court après. L'amour est toujours là, tous les jours. Tu te réveilles, toujours là. Et tu regardes ton corps et tu dis, est-ce que j'ai un truc? Est-ce que ça va pas? J'ai un tout. Mais malgré ça, j'ai réussi quand même 10 ans de vivre avec. Et puis vers 95, à cause du mort d'Harry en 92, l'amour d'un amant, un ancien amant, en 93, et le mort de ma mère en 95, ça commençait à être un peu lourd. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être maintenant qu'il faut faire quelque chose avec les médecins. Et moi, comme Christophe, j'ai eu de la chance. Ça, c'était en 95-96, juste l'arrivée du trithérapie. Et très vite, ça a marché pour moi. Parce que comme lui, je n'avais rien pris pendant 10 ans. Et donc, la dernière chose, je dis, et puis je passe parce que on va pas. Il y avait quelque chose de héroïque. Dans la danse des années 80, il y avait de l'héroïsme. Et d'un coup, ça s'est complètement cassé. On ne pouvait plus danser pareil. C'était impossible. Et après, encore une autre étape. Donc ça, c'est cette histoire de vulnérabilité. Et la deuxième, c'est avec l'arrivée d'un remède, ça a créé une espèce de ah, bon, ben ça va. Maintenant, on peut faire ce qu'on faisait avant. La vie est pareille. Mais on ne pouvait pas faire pareil. On a été trop... il y avait un poids vraiment trop lourd, quelque part. Et donc, moi, j'ai commencé à penser à chaque jour, après le médicament, je me suis dit, ah, mais je suis encore là. Je suis encore en vie. I am born to be alive. Christophe, toi, tu voulais revenir effectivement sur l'historique avant, c'est-à-dire que, au fond, bien sûr, la danse des années 80 parlait du corps glorieux, du corps triomphant, mais ça venait effectivement là, après les années 70 qui ont ouvert la libération, une époque de libération sexuelle. Et effectivement, le militantisme gay a commencé à ce moment-là, jusqu'à se transférer effectivement après dans les années SIDA. Et toi, tu voulais revenir sur ce moment précis. Disons que parler de la danse et du SIDA, parlons de la danse avant tout. Donc, moi, j'ai commencé à la danse à 6 ans. Et je ne pensais pas que le SIDA allait arriver dans mon monde et dans le monde. Et donc, la danse classique, moderne, jazz et contemporaine, tout ça. Dans les années 70, j'arrive à Marseille. J'ai 14 ans en 78, par là. Et je découvre des groupes de militantistes. C'est le GLH, le groupe de libération homosexuelle, à 15 ans. Donc, du coup, c'est une façon de se forger aussi sur un rapport à une communauté organisée de mes aînés qui font de l'homosexualité que je sens vraiment en moi être présente, apparaître dans le discours, dans l'analyse, dans les formes performatives dans l'espace public et tout. Et ça va avec quelque chose de transversal, avec le mouvement pour les femmes, le mouvement pour les immigrés,
le mouvement pour plus de libération de beaucoup de choses. Là, voilà. Donc il y a quand même ce contexte politique qui est là. Et moi, je fais que danser. Je danse, je vais en boîte, je suis un ado et je profite de tout ce contexte-là pour me dire, ah, super la vie, il y a des libertés nouvelles qui vont permettre de vivre pleinement sa sexualité, son identité et de son art. Et donc voilà, du coup, ce qui est intéressant, c'est que le GLA, c'est groupe de libération homosexuelle et groupe et aussi révolutionnaire. Donc le Quar était en parallèle du GLH comme un mouvement qui anticipait déjà ce que le sida et l'État allaient finalement stigmatiser comme une maladie stigmatisante pour les PD, pour les personnes racisées, pour les toxicomanes. Et du coup, ces groupes-là ont anticipé, je trouve, la façon de s'organiser collectivement pour prendre en charge des revendications. Et dès que le sida est arrivé, ils ont pris en charge les revendications aussi. Donc c'est un peu... ils ont pris en charge ça de façon festive presque par moment. Donc pour moi, c'était très troublant d'avoir ma vie en tant que jeune danseur et en même temps cette organisation militante qui était joyeuse, qui était critique, qui était collective et qui était sexy finalement. Et donc c'est vrai que, par exemple, il y avait un groupe qui s'appelait Les Gasolines, qui se revendiquait, qui se nommait comme folle, et les actions des Gasolines étaient vraiment très percutantes. C'était des chocs visuels, sonores dans les manifestations. Ça en jetait, quoi, ça claquait. Donc c'est vrai, c'était une façon de remettre la norme de la société un peu à sa place et de pousser les gouvernements à aller jusqu'à dépénaliser l'homosexualité, ce qui est arrivé en 81-82 avec l'élection de François Mitterrand. Et il y a eu la dépénalisation, donc le fait de brûler les archives policières de tous les homosexuels qui avaient été fichés. Enfin, il y a quand même quelque chose qui fait que, voilà, en 82, et moi j'ai 18 ans en 82, donc du coup, c'est comment ma vie intime a tissé avec cette éducation-là, et j'en suis très reconnaissant, parce que du coup, ça m'a éveillé. J'ai pas été syndicat, j'ai pas été engagé dans un parti, mais du coup, ça m'a éveillé sur comment on célèbre des choses ensemble et comment d'un seul coup le sida va arriver et va faire que ce monde-là va disparaître. Après, je suis parti faire mes classes, on va dire. J'ai continué à danser. Je suis allé à New York pendant presque 10 ans tous les ans. Et pendant les années où j'étais danseur donc en France, donc on retombe un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Mais du coup, c'est voilà, c'est comment... tout à l'heure, Marc, tu disais, voilà, je suis en vie. C'est vrai que j'ai l'impression que la question, c'est ça, c'est la mort. Évidemment, c'est facile de dire la vie, mais quand même, la vie, je dirais plus de vie, la survie. On dit spectacle vivant, j'ai l'impression que des fois, le spectacle n'est pas vraiment vivant. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on doit travailler à des formes de rendre le spectacle, de rendre la vie encore plus vivante et le spectacle encore plus vivant. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, à nous, à vous de vous débrouiller avec ça, mais... Et justement, toi, Michel, tu voulais intervenir sur, effectivement, dans ces actions dont parle Christophe, effectivement, de la présence de la danse dans les actions militantes. Oui. Deux choses. En fait, je voudrais revenir sur la question de ce qu'on n'appelait pas encore l'intersectionnalité dans les luttes, mais c'est important pour moi. Et ensuite, en effet, ce que la danse, c'est pas seulement ce que le sida a fait à la danse, mais ce que la danse a fait à la lutte contre le sida de manière positive. Pour expliquer comment la convergence des luttes et le fait que ce soit des populations minoritaires, minorisées, etc., qui prennent en charge ce que l'État ne faisait pas encore, ce qui fait d'ailleurs pas toujours autant que ça, selon les épidémies, etc. Je vais donner un exemple, et puis ensuite je donnerai des exemples de manifestations qui sont en fait chorégraphiques. L'exemple d'Act Up est bien connu, mais il y en a d'autres.
Alors, en disant ça, je suis un tout petit peu ému parce que mon mari, Francis Nock, avec qui j'étais la dernière fois où j'étais à Reims, c'est ma troisième fois à Reims, est mort en mars dernier. Mais ça, bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais il était secrétaire général, enfin national, quoi, hein, de AIDE, de l'association AIDE, au début des années 90, après la présidence de Daniel Defer, le compagnon de Michel Foucault qui avait créé l'association. On a eu Arnaud Marty-Lavozel, le premier président de AIDE, qui était lui-même atteint, malade. Et donc Francis était secrétaire. Et ensuite, d'une part, il a créé Aide Formation. C'est important parce que ça veut dire que c'est une association de personnes malades, de PD, de putes, de toxicos, etc., qui est la première à organiser un système, des dispositifs de formation des professionnels de santé. Enfin, quand même, quoi, sur le sida. Parce qu'en fait, les médecins étaient souvent moins informés que les patients, et puis parce qu'il y avait des médecins gays atteints eux-mêmes aussi. Et puis il a créé aussi à ce moment-là, avec d'autres, hein, évidemment, je ne veux pas héroïser, individualiser les choses, parce que justement, c'est le fait que ce soit collectif, tout ça, qui est essentiel, et toujours en mouvement, une commission qu'on avait d'abord appelée commission prévention. Puis finalement, on s'est aperçu que pour les populations concernées, on ne peut pas distinguer la prévention du soutien. Et on a fini par appeler ça prévention de proximité. Après sa mort, Francis, un doctorant à Strasbourg qui travaille sur l'audiovisuel dans la lutte contre le sida dans les années 80-86, a retrouvé une vidéo où Francis discute avec Simone Weil et il essaye de présenter notre conception de la santé communautaire, c'est-à-dire que la commission prévention de proximité dont je parle était organisée en sous-groupes. Un groupe sourd, par exemple. La population sourde était très très impactée par l'épidémie, par manque d'accès facile à l'information, en fait, d'abord. Évidemment, usagers de drogue, évidemment, travailleuses et travailleurs du sexe, migrantes, enfin j'en oublie, gays, bien sûr, pardon. Et donc, on voit donc ce responsable associatif en train d'essayer d'expliquer à Simone Weil que ce qui va marcher, ce qui a le plus de chances de marcher, c'est pas des clips vidéo où on explique à des personnes séronégatives bien installées que pour ne pas contracter la maladie, elles doivent employer le préservatif entre elles, mais c'est que dans chaque population concernée, milieu gay, usagers de drogue, etc., des militants de la santé publique, de la prévention et du soutien interviennent directement, co-construisent la lutte contre le sida avec les autres membres de leur communauté. Et dans un premier temps, c'est clair que Simone Weil n'a pas compris, puisqu'elle a réagi très très fermement en disant « oui, mais enfin quand même, l'information », elle ne parlait plus de prévention et de soutien, hein, mais l'information, c'est quand même essentiel, c'est ça qu'il faut faire en premier, et pas donc la... Alors vous savez que depuis, à cette époque-là ça allait encore, mais depuis le mot communautaire s'est affublé de connotations de plus en plus négatives, ce qui est absolument regrettable pour les questions de santé publique. Je dirais une travailleuse du sexe par rapport au sida, elle n'est pas dans la même situation qu'un usager de drogue, etc. Et puis, en faisant ça, on oublie aussi que ce n'est pas seulement la maladie, ce n'est pas seulement un problème médical, c'est un problème social, c'est un problème économique, c'est un problème culturel.
Voilà. Bon, après, elle s'est parfaitement amendée parce que c'était une personne de très grande qualité, et ensuite elle a agi comme il fallait en faveur de aide notamment, et plus largement en faveur de la lutte contre le sida. Une fois qu'elle n'était plus ministre, elle est devenue volontaire à aide, visitant des malades à l'hôpital. L'autre exemple, c'est comment ces questions d'intersectionnalité ont joué beaucoup dans l'apparition de certains types de danse. Je veux dire par là que là, nous parlons de danse scénique, hein, et puis c'est normal. Mais qu'en est-il, tu en as parlé un peu tout à l'heure, je crois, qu'en est-il du rapport entre sida et danse dans les clubs? Par exemple, il y a une très belle scène dans 120 battements par minute, où l'on voit d'une part une chorégraphie typiquement actepienne, c'est-à-dire un daïn, et puis ensuite on les retrouve en club, se défoulant sur la merveilleuse chanson de Jimmy Somerville. Et je pense aussi au voguing. Je ne sais pas si vous connaissez la série Pose, mais évidemment je vous la recommande, puisqu'elle associe justement les deux. Peut-être en référence aussi à l'histoire de la communauté gay liée à la lutte contre le sida. Vous savez que ce qu'on appelle les émeutes de Stonewall, elles ont été provoquées d'abord par des personnes racisées, trans, etc. Et pas des... C'est pour ça que je me dis PD plutôt que gay. Voilà. Pas des gays bien installés, etc. Et on voit bien ça, cette histoire-là dans Pose et dans l'histoire du voguing. L'activisme s'est transformé progressivement en artivisme, avec ACT UP, avec la marche pour la vie d'Aide, par exemple, avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, hein, qu'on avait invitées à Strasbourg. Ce sont des artivistes qui ont des tenues exubérantes de nonnes, hein, avec des cornettes, etc., qui chantent des psaumes en l'honneur de Saint Phallus et Sainte Capote, etc. Et on les avait invitées au début des années 90 à Strasbourg. Et elles ont excommunié la pharmacie de la cathédrale parce que cette pharmacie avait du mal à vendre simplement des seringues et des capotes. Je pense aussi au patchwork des noms. Vous savez, cette association où chaque personne qui voulait garder la mémoire d'une personne morte du sida réalisait un patchwork. Voilà. La présentation d'un millier, je crois, de ces patchworks au début des années 90 au pied de la Tour Eiffel, c'est une performance chorégraphique absolument intense. C'est-à-dire que les danseurs ou chorégraphes qui étaient extrêmement touchés par l'épidémie, ils pouvaient être militants en même temps, hein, certains l'ont été, à Aide ou ailleurs, et ils apportaient leur savoir-faire en termes de communication et en termes de création impactante. Et enfin, dernier exemple, peut-être plus profond, c'est plutôt de la micropolitique à ce moment-là. La quantité de comités, je parle de Aide parce que c'est ce que je connais le mieux, mais ça existait évidemment dans d'autres associations, ou des chorégraphes ou des gens qui s'y connaissaient un peu en technique somatique, par exemple, proposaient aux personnes malades ou bien aux volontaires de l'association des ateliers qui mêlaient la création chorégraphique et le soin. Parce qu'il s'agissait de prendre soin de soi, mais il s'agissait de prendre soin de soi à plusieurs. C'est plus efficace. Et j'ai remarqué que dans les dernières périodes,
pour ça que je suis ravi de voir toute cette jeunesse-là. Je trouve que les manifestations s'organisent de plus en plus dans cette direction-là. Il y a de plus en plus de chorégraphie, de musique, d'artivisme. Et il y a aussi dans les groupes militants contemporains, même si ce n'est pas contre le sida, c'est à propos de l'environnement, c'est à propos une manière de prendre soin de soi, enfin les uns des autres, hein, qui est vraiment une amélioration. Pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, pour dire que tout ce qui a été élaboré dans ces années-là a eu un impact très important sur la lutte contre d'autres maladies. Hein, la directrice de Aide à la fin des années 90, elle a travaillé ensuite dans la Ligue contre le cancer. Et il y avait une manière de promouvoir comme ça l'idée déclarée par Daniel Defer que le malade est un réformateur social, que c'est lui qui va pouvoir agir et transformer les choses contre le biopouvoir. Et il y a aussi la mise en place de techniques d'action que je vois fleurir. Dernier exemple, vous connaissez ça, hein, ce mouvement-là. Contrairement à ce que pas mal de gens croient, ça ne vient pas d'ACT UP. ACT UP, avec le voguing, c'est plutôt ça, pour applaudir. Ça vient du groupe sourd de Aide, parce que ça veut dire bravo, etc., en langue des signes. Et maintenant, les militants l'utilisent dans les discussions. Et ça, c'est de la danse aussi. Voilà. Merci Michel. Pour rebondir sur ce que Michel vient de dire, notamment par rapport aux autres maladies, je pense par exemple à Alain Buffard qui a créé Good Boy en 1998, qui est vraiment une pièce, alors vraiment une des pièces majeures sur le sida, où à un moment il enfile des boîtes de rétrovir, où il se met nu, où il bande son sec, enfin il l'accroche avec du sparadrap pour le faire disparaître, parce que c'était de ça dont il était question, et qui a été formé en partie par Anna Alprin, qui est justement une des grandes figures du postmodernisme américain, que toi-même tu as aussi fréquenté dans... Non. Mais tu as fait venir quand même beaucoup de chorégraphes, et c'est comme ça que... Je voulais faire venir Anna Alprin, qui est une personne vraiment, vraiment extraordinaire. Elle habitait en Californie. Elle avait un lieu qui était un peu dans la nature, avec des arbres, et elle était complètement dans les choses somatiques, comme disait Christophe. Vraiment une visionnaire. Elle est morte il n'y a pas très longtemps, à 100 ans, ou 101 ans, je sais pas. 101. Mais justement, elle a mis aussi en scène des personnes souffrant du cancer, par exemple. Donc, en fait, ça rejoint... Et les vieux. Et les vieux. Et en fait, tout ça participe de ce qu'on voit aussi actuellement sur les plateaux aujourd'hui, c'est-à-dire des corps vieillissants, une esthétique queer camp ou le cabaret. Il y a vraiment, finalement, toute cette expérience, toute cette traversée liée au sida, ça a ouvert aussi de nouveaux champs chorégraphiques. Peut-être que l'un ou l'autre d'entre vous a envie de réagir à ça, parce que c'est aussi un petit peu le thème du festival d'aujourd'hui. Et c'est peut-être intéressant aussi de voir, par exemple, comment le voguing ou d'autres formes, ou le cabaret, s'est emparé justement de ces nouvelles esthétiques, qui sont finalement aussi des esthétiques de survie, quelque part, en un mot ou en deux. Est-ce que je peux me permettre... Je voudrais me permettre une brève, parce que Anna Alprin, ça m'a fait réagir. La première fois où j'étais à Reims, j'étais dans un groupe d'amateurs dans le dispositif... comment ça s'appelle, Danse en amateur et répertoire, il y a plus d'une douzaine d'années, je pense. Et c'était une pièce d'Anna Alprin qui nous avait été transmise par extrait
avec Anne Collot, et j'avais vraiment retenu ce que Anne Collot nous avait dit. Quand Anna Alprin avait eu un cancer récidivant, qu'elle avait réussi à exorciser, enfin bon, elle s'était rétablie, etc. Ensuite, oui, son expression, c'était avant, je vivais pour danser, et maintenant, je danse pour vivre. Et voilà, c'était juste la chose que je voulais dire. Ça me paraissait très, 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 très importante. Et ensuite, évidemment, elle a dansé, elle a fait danser des vieux, des personnes atteintes du sida aussi. Enfin, voilà. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur l'intersectionnalité, je me dis, dans les luttes, je me dis, bah, du coup, aujourd'hui, peut-être que la question de la visibilité beaucoup plus évidente, présente des corps racisés sur les scènes contemporaines, qui était dans les années 80, 90 très peu présente. C'était quand même une danse contemporaine française blanche, majoritairement. Et je trouve que heureusement qu'on est sorti de cette forme d'entrisme pour aller vers quelque chose de beaucoup plus inclusif et qui permet à tout le monde de pouvoir jouer la partition qu'il a à jouer. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même... Je ne sais pas si c'est directement lié à ce qu'on a traversé, mais en tout cas, si on regarde aujourd'hui, notamment avec les balls, les ballrooms, les house off, les danses électro, toutes les danses urbaines, tous les métissages de transmission possibles, tout ce qui est en train de se passer peut-être aussi avec le cirque contemporain qui aussi amène la danse comme une matière à travailler, mais qui aussi se queerise un peu plus. Peut-être que le cirque était encore, dans les années 80-90, un peu viriliste, un peu, voilà, un peu hétéronormé. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train de trouver des façons de jouer sur des genres différents, de jouer avec ça vraiment, de pas juste être figé dans une identité et aussi d'être multiple. Et bon, c'est magnifique, à vrai dire, ce qui se passe en ce moment. Donc, je pense que c'est relié, tout est relié finalement dans ce mouvement-là de la danse, du mouvement en tout cas, du corps qui danse. Et Anne Alprin, c'est vrai qu'elle est un peu une mère nourricière pour encore des années à venir. Dans la façon, c'est pas la seule, hein, mais en tout cas, ce mouvement postmoderne qui permet aussi de se détacher des écritures peut-être trop strictes et d'aller vers aussi des actions à mener, d'être plus... Enfin, du coup, là, dans le titre, il y a la poétique et la politique. Autrement poétique, ça aide, je pense, à réenvisager la manière de continuer à écrire des pièces. Voilà, aussi, tout simplement. D'autres réactions? Parce que qu'est-ce qu'on va raconter sinon? Non. Michel? Sur cet aspect. Ou autre chose? Il suffit de demander, ça c'est le problème des profs. Hein, un peu. Non, mais je ne sais pas, qu'est-ce que j'avais noté non, je ne vois pas. Eh ben Si, hein, la situation contemporaine. Parce que on parle beaucoup des années 80, 90, etc. Donc la lutte contre le sida, c'est une question d'ordre politique. L'intersectionnalité, c'est aussi parce que c'est des questions qui concernent la culture, la santé et l'éducation. Et sans parler de ce qui se passe aux États-Unis dans ce domaine-là, on peut voir aussi se profiler en France des choses un peu rudes, alliant en effet la culture et la santé et l'éducation. Et visiblement, c'est... Bah oui, on a une Europe de la défense à ressusciter, enfin je ne sais pas quoi. Donc du coup, bah, moins de culture, moins de santé, moins d'éducation. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Est-ce que la salle voudrait réagir, poser des questions? Quelqu'un a un micro?
J'ai plein de questions, mais je vais me limiter à une. Et surtout pour nos deux artistes particulièrement. Et justement, Christophe, tu disais que tu es passé c'est le moment où tu es passé d'interprète à chorégraphe. Et moi, je suis intéressé de savoir de votre expérience à cette époque, avec tous les stigmas qu'il y a eu, comment ça a affecté la relation intime dans le studio avec les interprètes en tant que chorégraphe. Est-ce que vous étiez out, donc out en tant que gay, mais aussi out en tant que séropositif, et comment ça a affecté la création, d'un point de vue aussi de travailler avec les autres, travailler avec le corps, travailler avec les gens en studio. Est-ce que ça a vraiment eu un impact et comment vous avez réussi à naviguer à travers ça? Alors, en tout cas, ce qui me concerne, la compagnie, elle démarrait, donc il y avait un élan commun d'être ensemble pour fabriquer quelque chose. Sauf que moi, je suis arrivé avec mon histoire personnelle à l'intérieur de ça, mais tout le monde a été très solidaire et très aimant, à vrai dire, avec moi. Et moi, j'ai pu continuer à travailler avec mon rythme, avec chacun d'entre elles et d'entre eux, et ça s'est super bien passé. Ça a même des collaborations qui ont duré pendant 10 ans. Donc, il n'y a pas eu de problématique. Après, moi, je dirais que c'est plutôt l'endroit où moi, je suis arrivé avec cette pièce à ce moment-là qui ne correspondait absolument pas à ce qu'il aurait fallu que je fasse à ce moment-là pour être dans le bon rail. Mais c'est pas grave. Pour moi, c'est une pièce qui m'a nourri sur beaucoup d'autres choses et j'ai été vraiment sincère avec l'imaginaire que j'avais besoin d'exprimer à ce moment-là. Et je me dis que même d'ailleurs, si cette pièce elle a été rejouée là, dans ce moment, c'est comme la pièce idyllique ou Domestic Flight. C'est des pièces qui marquent leur temps sur la question du genre aussi. Maintenant, non, je pense que comment sortir du corps stigmatisé, quoi. Voilà, c'est la question. Ouais. Comment ne pas stigmatiser le corps, mais c'est des questions qu'on doit tous se poser, quoi. C'est la question de la perception, la question du regard qu'on a. Donc, il y a des perceptions multiples. Et la danse contemporaine, on parlait au début d'une danse virtuose dans les années 80, tout ça. Et c'est vrai qu'après, on est allé dans... Il y avait en parallèle aussi des chorégraphes qui cherchent encore des subtilités autres et sur les perceptions, les sensations, les relations à l'intime, à la tactilité. Donc, du coup, ça ne crée pas les mêmes... c'est pas les mêmes tonus musculaires, c'est pas les mêmes façons de relâcher le mouvement, c'est d'autres façons d'écrire et heureusement qu'il y a ça et ça vient beaucoup aussi de tout l'apport en effet de la postmodern dance et tout qui crée un écart aussi entre une narration et alors j'aime pas l'abstraction parce que je sais pas ce que c'est à vrai dire mais et la figuration quoi, le narratif, tu vois, il y a quelque chose qui peut jouer là-dedans. Là je me perds un peu mais en tout cas c'est la danse, elle est diverse et variée, quoi. Donc, je sais pas où elle va, la danse contemporaine aujourd'hui, mais c'est vrai que la danse urbaine, est-ce qu'elle est si inclusive que ça, par exemple, aujourd'hui, dans les corps différents est-ce qu'on a encore la capacité d'inclure voilà, je pense qu'il y a cette politique d'inclusivité qui arrive dans les théâtres, qui arrive dans la politique. Mais après, dans le quotidien, est-ce qu'on est capable d'inclure l'autre, puisque toutes les politiques sont faites pour se venger sur l'étranger de toute façon, hein. Parce que l'idéologie dont on parlait là, qui monte partout aux États-Unis, en Europe et en Russie et en Amérique du Sud aussi, l'idéologie totalitaire, elle est quand même là, quoi. Donc c'est évidemment le corps en premier qui va trinquer et qui trinque déjà massivement. Voilà. Parle d'extermination, enfin c'est quand même de la bouillie humaine là en ce moment ce qu'on vit. Donc du coup, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas éclaboussé, nous, dans notre hexagone français, par tout ce qui se passe à l'extérieur. On en rêve, on en fait des cauchemars, on est dépossédé de tout ça. Donc du coup, qu'est-ce que ça va donner comme danse? Je ne sais pas. On est en train de le vivre, donc on verra bien. Mais c'est vraiment des questions fondamentales, je pense. Qu'est-ce que... Voilà, parce qu'il y a déjà eu des guerres, hein. Il y a déjà eu des artistes qui ont migré vers d'autres pays parce qu'ils allaient être liquidés dans leur pays, pas pour une raison d'être différents. Donc du coup, c'est voilà, comment danser dans cette époque-là, quoi. Mais ça, je sais pas. C'est à fabriquer, à nous tous. Et Act Of, c'est think and act, pense et agit. Voilà. Ça pense et Moi, c'est agit. une petite anecdote. Hein. En 85,
j'ai su que j'étais séropositif. J'étais en train de faire une pièce qui s'appelle... Enfin, j'étais en train de faire une triptyque qui s'appelle Trahison, Men, Women, Human. Et je travaillais avec des garçons. Et le jour après que j'ai su, j'ai été complètement flippé parce que je me suis dit, il faut plus qu'on se touche, il faut pas qu'ils me touchent, il faut pas que je leur touche. Or, c'était une pièce très, très physique et très touchée. Et puis, il voulait boire mon eau. Et non, 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 ne buvez pas mon eau. Et il me regardait comme quoi, ça va pas la tête. Mais je voulais surtout pas que eux ils le sachent parce que je me suis dit, ils vont plus tous partir, ils vont se barrer. Et donc, j'ai rien dit. Et j'ai vu petit à petit que oui, on peut se toucher, on peut faire plein de choses. Il y a peut-être des choses qu'on ne fait pas, mais très peu, très peu, très peu, en fait. Mais au début, c'était très, très wow! Wow, no! Hello, yeah! Même la bise, c'était oh my God, the bise! Alors moi, je peux dire, moi, je suis américain, on ne fait pas la bise aux États-Unis, donc je ne veux plus faire la bise. Mais yesterday, tu as fait la bise, et aujourd'hui, tu ne fais pas la bise, qu'est-ce qui se passe? Ah, bref, c'était joyeux. Pour répondre à la question, j'ai aussi une anecdote. J'ai le souvenir de la première soirée de soutien pour recherche de fonds à Aide Alsace, ça devait être vers 89. Et les intervenants, c'est beaucoup des gens du futur, de ce qui allait devenir l'opéra, le Ballet du Rhin, des humoristes alsaciens aussi, de la choucrouterie, vous voyez, engagés dans la lutte contre le sida dès le départ. Bon, il y a une spécialité qui n'est pas connue, qui n'est pas très exportable, qui est l'humour alsacien, mais je ne suis pas alsacien, donc je peux en parler, c'est quand même important. Et il y avait quelques danseurs contemporains, mais il y en avait très peu. Et en réfléchissant là-dessus l'année dernière pour commencer à fabriquer des archives vivantes de cette lutte-là, avec donc Cathy Dorn, l'une des organisatrices, en fait, il nous est apparu que c'était simplement parce que les gens qui étaient au Ballet du Rhin, en classique, ils avaient des postes fixes. Donc ça gênait moins de témoigner, de soutenir une lutte qui pouvait développer un peu l'imaginaire hostile des gens. Ah oui, donc ils sont malades, puisqu'ils interviennent, ils soutiennent tellement cette cause-là. Donc ils sont homo, donc ils sont malades, enfin bon, etc. Parce que pour les danseurs, ça devait être très difficile de laisser paraître qu'ils étaient malades. Peut-être que leur corps n'allait pas pouvoir réaliser les choses virtuoses qu'on leur demandait. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est une question que je me pose. Mais je pense que c'est peut-être l'une des raisons parfois aussi de l'apparent désengagement de certains danseurs de la danse contemporaine dans la lutte contre le sida. Alors qu'en réalité, d'abord, ils luttaient eux-mêmes contre la maladie, déjà, c'est déjà beaucoup. Mais aussi parce qu'ils ne pouvaient pas se mettre en avant de manière aussi nette. Et de perdre leur boulot, par exemple. Alors, je ne sais pas en tout cas en ce qui me concerne. Moi, j'ai continué à travailler la chorégraphie. J'ai fait une trentaine de pièces ces dernières années. Donc, je n'ai pas eu vraiment de temps de coupure. Mais j'ai plutôt l'impression de m'être plus engagé dans la façon d'être exigeant à l'endroit des projets, à l'endroit de la recherche sur qu'est-ce que serait de l'ordre d'une danse qui hérite de tout ça, et en même temps de trouver des sujets qui me parlent et qui permettent d'être adressés à des gens contemporains. Après,
peut-être que moi, par exemple, je me suis retiré au fur et à mesure, c'est-à-dire que j'ai arrêté d'être interprète de mes pièces sur la 1, 2, 3, la 4e pièce. Je n'étais plus dans mes pièces parce que du coup, j'avais peut-être trop d'intérêt à faire de la chorégraphie et l'économie de monter des pièces devenait de plus en plus compliquée, enfin, était très prenante, et toujours très prenante d'ailleurs. Et donc, du coup, j'ai plutôt travaillé sur voilà, la chorégraphie, l'écriture et la direction des danseurs, mais pas sur moi en tant qu'interprète, entretenir ma danse comme si j'allais être prêt à aller performer le lendemain. Et ça a été aussi une transformation, enfin, comme un glissement de terrain, quoi. Donc j'ai libéré du temps pour d'autres activités, on va dire. Maintenant, ça fait 10 ans que j'ai migré vers le cinéma. Je continue à travailler avec la danse comme un médium voilà, transversal à tout. Là, je suis en train de remonter un projet avec 5 danseurs et un circassien au plateau. Je me rends compte de la difficulté et la galère que c'est de monter une production aujourd'hui, alors que ça fait 33 ans que la compagnie existe. Voilà quoi, ça reste toujours des questions de garder l'énergie, savoir gérer son stress, sa santé mentale, psychique. Il y a la question du psychique aussi, je pense que c'est important, de ne pas avoir le psychique qui se détériore, de par tout ce qui se passe dans le monde, mais aussi de tout ce qui se passe en soi, de tout ce qui se passe dans ce milieu. Et dans la situation économique dans laquelle on vit actuellement, enfin, qui se profile gravement, voilà, je pense qu'il va y avoir des choses abruptes, voilà, des choses nouvelles qui vont arriver. Bon, voilà, je pense qu'on a toujours su avancer, quoi. D'autres questions? Personne? Ça m'étonne quand même. On est venu de tellement loin pour vous rencontrer. En tout cas, c'était une pandémie, et on a eu une pandémie il n'y a pas longtemps. Hein, Oui. Ça s'appelait comment, le Covid, c'est ça? Oui. Quelque part, on a revécu quelque chose qui, mondialement, nous impactait tous dans une peur de mourir. Et d'une chose invisible aussi, qui était dans l'air. Le virus, il est invisible, on l'a représenté avec des pics et tout, il faisait peur, c'était un monstre. Donc il y avait ça aussi. Donc peut-être qu'à nouveau, qu'est-ce qui va nous faire peur? Moi, je sais ce qui me fait peur en ce moment, c'est les fachos me font peur. Mais c'est des virus, les fachos, c'est pareil. Mais donc du coup, donc voilà. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bah, on va s'arrêter là. Merci à tous.